Le paysage que j'aimerais brosser est large. Chronologiquement, il s'étend du milieu du 19e siècle aux années 1930. Et dans cette longue période, mon propos va être centré sur deux phases contrastées. La première est la quarantaine, cinquantaine d'années qui ont précédé la Première Guerre, la Grande Guerre. C'est une période riche d'utopie, riche de vision idéaliste d'une humanité réunie, unifiée, communiquant librement dans un monde, bien sûr, nécessairement en paix. Ma seconde période porte essentiellement sur l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire sur les années 1920-1930, où les utopies d'avant-guerre durent très souvent faire marche arrière. Donc, d'une part, un avant-guerre d'optimisme et d'autre part, un entre-deux-guerres de déception. Donc, cette première période d'abord, cette première période marquée par un ensemble de tendances culturelles et politiques qui visaient à promouvoir le mouvement des idées, les échanges, la compréhension entre les peuples. Dans les sciences, l'esprit de cette époque se traduisait par de nombreux projets internationaux de grande envergure. Le projet Carte du ciel, par exemple, c'est un projet lancé dans le cadre d'un congrès astronomique international tenu à Paris en 1887. Et ce projet était destiné à créer une carte photographique de plusieurs millions d'étoiles dans les deux hémisphères. Il exigeait la participation d'une vingtaine d'observatoires dans 18 pays, sans parler, bien sûr, de mécanismes de structure adaptés à l'échange constant d'observations, de résultats enregistrés sur des plaques photographiques. Il faut dire que ce projet s'est avéré trop ambitieux. Il n'en reste qu'un catalogue partiel publié beaucoup plus tard, des rapports intérimaires et un héritage de 22 000 plaques de verre photographiques conservées à l'Observatoire de Paris. Donc, un échec, si vous voulez, ça c'est sûr. Mais la carte du ciel reste un exemple primordial d'un programme de recherche, de collaboration enraciné dans l'esprit internationaliste de cette fin du XIXe siècle. Or, il serait trop long d'énumérer tous les indices de cette volonté de coopération entre les nations. Trop long d'énumérer les conventions nombreuses destinées à assurer une nomenclature unifiée dans chaque science, en chimie, géologie, zoologie, botanique. Mais la tendance est claire. Un mouvement très net vers l'international, comme en témoigne le phénomène tout nouveau du Congrès international. Phénomène presque inconnu à la mi-siècle, mais devenu monnaie courante à la veille de la Première Guerre mondiale. Et voilà, en schéma, voilà l'évolution du phénomène qui est résumé dans cette courbe ascendante. Axe vertical qui présente le nombre de congrès internationaux par décennie, congrès de toutes sortes, mais principal de congrès scientifiques, et axe horizontal découpé en décennies. Donc, à gauche, vous avez le petit nombre de congrès internationaux qui ont été montés dans les années 1840. Peut-être pendant cette décennie-là, une petite poignée, une petite dizaine de congrès internationaux. Et à droite, vous avez le nombre de congrès internationaux
organisés pendant la décennie qui a précédé la Première Guerre mondiale. Là, on parle en termes de centaines de congrès internationaux au cours de cette décennie. Donc, fin 19e siècle, début 20e siècle, nous sommes à l'époque des congrès, nous sommes à l'époque des accords qui avaient pour but d'effacer les frontières nationales. Nous sommes également à l'époque de meilleurs moyens de transport, de correspondance, téléphone, télégraphe, qui ont eux aussi énormément facilité les échanges. Faciliter les échanges, oui, mais il restait un obstacle au cœur de cet accroissement de communication. C'était la question de la langue. Alors, si nous remontons à la Renaissance, c'est l'époque des incunables, c'est-à-dire les premiers ouvrages imprimés, il existait une langue universelle. Et là, vous avez un schéma qui représente la répartition des langues des premiers ouvrages publiés, c'est-à-dire les incunables qui ont été publiés avant 1500. Et vous voyez que à cette époque-là, 70% des titres publiés jusqu'en 1500 étaient publiés en latin. Mais, fin 19e siècle, l'allemand, l'anglais, le français, chacune de ces langues aurait pu prétendre au statut de langue internationale, mais bien sûr au risque de froisser les sensibilités nationales. Donc, pourquoi pas la solution qui aurait le mieux convenu à l'esprit de l'époque, pourquoi pas une langue nouvelle, une langue artificielle. C'était l'idée, la solution d'un médecin polonais, Ludwig Zamenhof, inventeur de l'espéranto, une langue artificielle promue dans les années 1880 et formalisée en 1905 dans une grammaire officielle qui a fixé les règles de la langue. Et l'espéranto était le choix du chimiste allemand Wilhelm Ostwald, qui a lancé une nouvelle forme de l'espéranto en 1907. C'était l'IDO. Donc, il y a d'autres langues artificielles aussi. Et chacune de ces langues a connu un certain succès et n'était certainement pas des fantaisies. Il faut insister là-dessus. Et chaque langue organisait, bien sûr, ces congrès où on ne parlait que la langue en question. Dont le congrès des espérantistes tenu à Barcelone en 1909. C'était un des congrès les plus réussis de l'époque. Donc, une fin de siècle marquée, animée par une volonté de communiquer à l'échelle internationale. Et communication implique publication. Et le nombre croissant de livres, d'articles dans les revues scientifiques, de rapports de congrès, de traductions de livres, tout cela a provoqué un malaise grandissant, voire, je dirais même, de découragement. Découragement devant la surabondance d'informations, ce que nous appelons en anglais « information overload ». Or, toutes les époques avaient connu le même malaise. Socrate se plaignait déjà du fait que le monde des connaissances était tellement vaste que les Grecs de son époque étaient obligés d'écrire plutôt que de retenir en mémoire ce qu'ils avaient appris. À la Renaissance, bien sûr, l'invention de l'imprimerie entraîna une aggravation de la situation. Comme nous l'apprend l'historienne Anne Blair, dès le XVe, XVIe siècle, les lecteurs se plaignaient qu'il y avait trop à savoir, there's too much to know. Donc, rechercher, collecter, ordonner les connaissances devenait une entreprise majeure et urgente. Et ça se comprend. On n'a qu'à regarder le nombre cumulatif de livres publiés de siècle en siècle.
Si on se limite aux incunables, il y a peut-être 30 000 au total, il y a peut-être 30 000 titres. Un siècle plus tard, 1600, on arrive à 300 000, et 1800, 3 millions, 1900, 9 millions. Aujourd'hui, peut-être entre 120 et 130 millions de titres. Donc, trop à savoir. Un perpétuel souci. Mais durant le dernier quart du XIXe siècle, ce souci s'est mué en véritable crise. Et c'est pour répondre à cette crise que deux de vos compatriotes, Henri Lafontaine, Paul Hotelet, c'est pour répondre à cette crise que Lafontaine et Hotelet fondèrent l'Institut international de bibliographie ici à Bruxelles en 1895. Henri Lafontaine, Paul Hotelet. Et là, dans l'Institut international de bibliographie, entouré de cet ensemble impressionnant de tiroirs, entouré d'un personnel nombreux, 27, 28, une trentaine de personnes, comportant principalement des femmes, Hotelet a préparé, a réuni 11 millions de fiches avant 1914. Et les tiroirs, les restes de ces efforts, en fait, maintenant, sont exposés au Mundaneum, au musée consacré aux idées de Paul Hotelet, au Mundaneum de Mons. Et cette photo, c'est une photo des tiroirs qui sont exposés au Mundaneum de Mons. Et en fait, juste avant, c'était à l'automne dernier, j'ai travaillé aux États-Unis dans une bibliothèque où ils avaient conservé un certain nombre de ces tiroirs du même type. Les gens de mon âge s'en souviennent très bien. Et on les avait exposés dans la salle de lecture, mais il a fallu une étiquette pour expliquer exactement ce que c'était. J'ai trouvé ça drôle. Bon, là, entouré de ces tiroirs, entouré de son personnel, Hotelet a rassemblé, préparé ces millions de fiches. Et avec une ambition aujourd'hui inimaginable, Hotelet enregistrait toutes les sources de nos connaissances. Non seulement les livres, non seulement les articles, les périodiques, mais aussi les photos, les gravures, les films, les enregistrements sonores, toutes ces sources classées selon une version raffinée du système de l'américain Melvin Dewey. Et dans une première approche, on pourrait interpréter l'Institut de Hotelet, de Lafontaine, l'Institut bibliographique, tout simplement comme une réponse pratique à la marée montante des connaissances, des publications à assimiler. Mais l'initiative faisait aussi partie intégrante de la plus large idéologie universaliste de cette fin de siècle. Et sur ce point-là que je voudrais insister. À ce propos, il me semble important d'insister sur la priorité que Hotelet, internationaliste, pacifiste confirmé, accordée au partage des connaissances. Pour Hotelet, pour Lafontaine, la circulation libre des savoirs constituait le meilleur moyen de promouvoir l'entente entre les peuples et de lutter contre la guerre. Il n'est donc pas étonnant que le gouvernement belge regardait, à cette époque-là, regardait d'un œil favorable l'implantation à Bruxelles de cet institut qui étayait le statut de la Belgique comme un pays neutre, de Bruxelles comme une capitale à rayonnement international. Donc, pour résumer, deux aspects dans ce projet bibliographique. Un aspect pratique
réaction aux exigences d'une société de plus en plus avide de connaissances. Second aspect, l'aspect idéologique, animé par une vision qui allait plus loin que les besoins concrets. Et ces deux aspects sont très souvent présents dans les initiatives internationalistes d'avant-guerre. Et j'insisterai seulement sur peut-être une d'entre elles, le projet d'un centre mondial de communication de Henrik Christian Andersen. Andersen, né en Norvège, de nationalité américaine et résident de Rome. Donc un profil très cosmopolite. En architecte, en urbaniste, en internationaliste acharné, Andersen a lutté en faveur des mêmes objectifs que Huxley, que La Fontaine, que les pacifistes et les inventeurs des langues artificielles. À la veille de la Première Guerre mondiale, après plusieurs années de réflexion, Andersen a publié son projet d'un World Center of Communication dans un livre somptueux. Et là, dans ce livre, il résumait sa vision d'une capitale mondiale, s'appuyant bien sûr sur la paix. Or, le projet de Andersen s'intègre dans une longue histoire de ville idéale. On reconnaît les caractéristiques habituelles, les logements convenables pour toutes les classes de la société, les beaux jardins qui ornaient cette ville idéale, des stades sportifs, un stade permanent destiné aux Jeux olympiques. Et les Jeux olympiques, c'est une initiative lancée dans le même but internationaliste, pacifique, que les autres projets, que le projet de Andersen, de Huxley, les autres. Mais il y a quelque chose de plus profond dans le projet d'Andersen. Sa conception reposait essentiellement sur le même principe du libre échange de connaissances, le même principe qui animait les initiatives de Huxley et La Fontaine. Pour ce qui concerne la ville elle-même, voilà une vue d'ensemble, vue de l'entrée de la ville, entrée dominée par ces deux statues hautes de 80 mètres, statues de bronze, statues qui représentaient, qui symbolisaient l'idéal, après tout, le but principal des idées d'Andersen. Le but principal, c'était la paix universelle. L'avenue des nations, comme il l'appelait, et c'est au long de cette avenue que se trouvaient les ambassades, les centres culturels des pays. En fait, Andersen ne niait pas l'existence des nations. En fait, il assimilait l'existence des nations dans son projet. Donc, une avenue centrale, et aussi des centres culturels. C'était une ville de centres, de temples, il les appelait les temples, un temple des religions, où on chercherait à préciser plutôt les points communs que les différences entre les religions du monde, parce que les différences ne faisaient que promouvoir la guerre et les tensions, et surtout un palais des sciences. Et je dis surtout parce que Andersen réservait à la science un statut spécial qui l'élevait au-dessus de toute autre activité intellectuelle. Et Andersen l'exprime très bien. C'est du pouvoir de la science de purifier le monde, d'exterminer les germes destructeurs de toute fibre du corps, de donner force et précision à tout effort mental. Donc, pour Andersen, la science se trouvait au sommet, vraiment au sommet de l'hiérarchie culturelle.
Et puis, n'oubliez pas non plus le titre de son livre, Centre mondial de la communication, au cœur même de la ville. Au cœur de la ville, dominant l'avenue centrale, s'élèverait la tour du Progrès, haute de 320 mètres, donc 20 mètres plus haute que la tour Eiffel. Et la tour du Progrès était un véritable centre de communication à l'échelle mondiale. Il y aurait une agence de presse, il y aurait un bureau de télégraphie, il y aurait une maison d'édition de livres, de journaux, de périodiques. Donc, tout pour promouvoir le partage des savoirs. Mais, hélas, Anderson a eu le malheur de publier son livre en 1913. Un an après, la guerre porte un coup mortel au projet et bien sûr à tout espoir d'une paix universelle. Et la plus universelle des activités intellectuelles, la science, devient un instrument de guerre. En temps de paix, un savant appartient au monde. Mais en temps de guerre, il appartient à son pays. Ce sont les mots très célèbres du chimiste allemand Fritz Haber. Le chimiste en temps de guerre, les scientifiques, les hommes de science n'appartiennent plus au monde. Ce n'est pas en soi une position tellement aberrante. Mais les Alliés considéraient que Haber avait dépassé les bornes d'un patriotisme normal, notamment en perfectionnant les gaz de combat. Et ce qui offensait encore plus les Alliés était le célèbre manifeste Appel au monde civilisé, signé au tout début de la guerre en octobre 1914 par 93 savants intellectuels allemands. Parmi les 93, on retrouve presque tous les grands noms de la science allemande. En fait, il n'y a qu'une seule absente, un absent notable, qui est le pacifiste Einstein. Alors, le texte est connu. Il n'est pas vrai que l'Allemagne ait provoqué cette guerre, pas vrai que nous avons violé criminellement la neutralité de la Belgique, pas vrai que nos soldats aient porté atteinte à la vie d'un seul citoyen belge, pas vrai que nos troupes aient brutalement détruit Louvain. Le célèbre hôtel de ville est entièrement conservé au péril de leur vie. Nos soldats, les soldats allemands, l'ont protégé contre les flammes. Donc c'est un texte très, très connu. Il serait difficile de surestimer les conséquences de cette déclaration et jusqu'à quel point, à l'après-guerre, elle a empoisonné les relations scientifiques entre les Alliés et les anciennes puissances centrales. Une fois la guerre finie, les Alliés se sont tout de suite entendus pour mettre l'Allemagne au banc de la communauté scientifique. L'usage de la langue allemande serait interdit dans les réunions internationales. L'Allemagne serait exclue du nouveau Conseil international de la recherche et par ce fait des unions interdisciplinaires ou disciplinaires internationales affiliées au Conseil. D'où l'absence de l'Allemagne de l'Union internationale de géodésie. Géodésie, une science qui essentiellement avait été inventée, avait été créée en Allemagne. Absence de l'Union internationale d'astronomie, absence des Allemands de l'Union internationale de chimie pure et appliquée. Imaginons, dans les années 1920, après la Première Guerre, imaginons une union dite internationale de chimie, d'où serait absente la principale nation dans ce domaine. Chez les Alliés, exclure les Allemands
Interdire la langue allemande donnait une certaine satisfaction, c'est très net. Mais la chimie alliée en a souffert tout autant que la chimie allemande. Et en dehors du noyau dur des pays alliés qui géraient the International Research Council, c'était une position incompréhensible. Dès le début, pour les scientifiques d'un pays neutre comme la Suède, cette marginalisation des Allemands paraissait inadmissible. Et là-dessus, la réaction du comité suédois du prix Nobel exprimait une prise de position très nette. Sur 7 prix Nobel de sciences attribués entre 1918 et 1920, c'est-à-dire 5 sur 7, ont été attribués à des scientifiques allemands, dont, de façon très provocatrice aux yeux des Alliés, Fritz Haber. Prix Nobel de chimie pour 1918, prix décerné en 1919. Faisant appel au testament d'Alfred Nobel, le comité Nobel considérait que le vrai internationalisme, l'esprit de la paix, imposait un refus total de toute considération politique. À l'après-guerre, le monde ne constituait plus, et de loin, une communauté unifiée du savoir. Les Alliés, et il faut dire les Français et les Belges en particulier, ne pouvaient absolument pas oublier les gaz de combat, ni le manifeste des 93. Et les Allemands, de leur côté, n'étaient pas prêts à pardonner l'insulte de leur exclusion du monde de la science internationale. Et dans cette atmosphère de défiance mutuelle, l'internationalisme était difficile à maintenir. Mais encouragé, financé par Henri Lafontaine, Hotelet reprit son travail à l'Institut bibliographique. Il lança un nouveau plan pour une université internationale qui tint des sessions ici à Bruxelles entre 1920 et 1923. Et il fondait aussi le palais mondial, son Mundaneum, pour promouvoir l'idéal internationaliste dans le parc du cinquantenaire. Mais ces projets ne devaient jamais vraiment réussir. Et en 1934, l'Institut bibliographique fut fermé. Et au cours de cette quinzaine d'années de frustration, d'échec, Hotelet dut certainement faire face à un contexte local, ici en Belgique, un contexte local défavorable. Dans le même temps que Genève attirait de plus en plus les initiatives internationales, le Mundaneum perdait, aux yeux du gouvernement belge, perdait l'importance politique qu'il avait eue avant la guerre. Mais je pense qu'une autre chose plus générale était à l'œuvre, en particulier dans le domaine de la science. Et plusieurs historiens ont constaté que dans les années 1920, la culture scientifique a opéré un tournant nationaliste. Les nations considéraient de plus en plus leur réussite scientifique non seulement comme un enjeu économique ou un enjeu militaire, mais aussi comme une partie de leur patrimoine culturel. Par exemple, sitôt après la guerre, la France a repris possession de la ville de Strasbourg, donc de l'université de Strasbourg, un vrai joyau du système universitaire allemand. Les professeurs allemands ont été tout de suite licenciés et les autorités françaises ont commencé à préparer les festivités qui devaient marquer le centenaire de la naissance de Pasteur en décembre 1922.
Et puisque Pasteur avait passé les premières années de sa carrière à la faculté des sciences de Strasbourg, une fête nationale eut lieu à Strasbourg. Un élément central des festivités était l'inauguration d'un monument en l'honneur de Pasteur. Inauguration en présence du président de la République et tous les notables de la région, en fait, du pays. Voilà l'inauguration. Et voilà le monument. La plupart des habitants de Strasbourg le considéraient comme particulièrement laid. Il n'est plus là, il faut dire. Mais en fait, ce qui comptait dans le projet de ce monument, c'était plutôt l'emplacement. Et l'emplacement du monument, juste devant l'entrée principale de l'université, est particulièrement significatif. Alors, il ne faudrait peut-être pas trop insister sur cet exemple associé à un lieu et un moment très particulier. Et d'autres exemples sont peut-être encore plus parlants. À Munich, par exemple, en Allemagne, l'inauguration des nouveaux locaux du Deutsches Museum en 1926 a été l'occasion d'un défilé riche en symboles patriotiques, salué, comme vous le voyez dans la photo du défilé, salué par les acclamations de la foule. Et cette cérémonie réaffirmait la volonté de réintégration dans la communauté des nations de la part de l'Allemagne. 1926, c'est l'année de l'entrée de l'Allemagne dans la Société des Nations. Et à l'intérieur du musée, dans le même esprit, Oskar von Müller, qui était le fondateur et l'éminence grise du Deutsches Museum, avait installé un célèbre Ehrensaal, un salon d'honneur, conçu comme, sous la forme de l'abside d'une église. Et autour de la salle, de ce salon, en fait, on voit suspendus, en fait, exposés, des portraits, des bustes des grands savants de l'histoire. Tous, par hasard, étaient des Allemands. Tous étaient des Allemands jusqu'en 1994, où le premier étranger a été admis. Et le premier étranger, c'était Antoine Lavoisier. Mais c'était en 1994. Il faut dire aussi que jusqu'il y a peu de temps, il n'y avait qu'une seule femme. Ça, c'est un autre problème, un autre aspect de l'affaire. Donc, une installation destinée à promouvoir la gloire, la réputation de la science allemande. Pareil au Science Museum de Londres. C'était en 1925, on venait de redécouvrir l'atelier de James Watt dans sa maison de Birmingham. Et on a décidé de réinstaller cet atelier dans le Science Museum de Londres, South Kensington. Et c'était en l'honneur de notre grand héros technologique, James Watt, qui avait toutes les qualités admirées dans la tradition britannique. Donc, vous avez ça à Londres et à Florence, dans le nouveau musée d'histoire des sciences, en 1927, vous avez les doigts de Galilée, exposés dans une sorte d'encensoir. C'est une sorte de relique religieuse. Donc, chaque exemple est inoffensif en soi, mais l'ensemble, pour moi, est parlant. L'image de marque de la science était en train de s'allier à celle d'une nation. Là, je parle des années 1920. Mais quelques années plus tard, le mal qui risquait de résulter
surtout dans un contexte totalitaire, devint une réalité troublante. À l'occasion de l'exposition internationale universelle de 1937 à Paris. Ici, à Paris, dans le cadre de l'exposition internationale des arts et des techniques de la vie moderne, pour donner le titre en entier, dans le cadre de cette exposition, les Français ont été témoins de l'emprise d'un régime totalitaire sur la culture. C'est une photo, si vous connaissez Paris, vous allez certainement reconnaître le lieu où cette photo a été prise. C'est une photo prise de la colline du Chaillot, là où se trouvait le palais du Trocadéro. Et vous aviez une belle vue splendide sur l'exposition. À droite, à gauche, vous avez le pavillon allemand. Le pavillon allemand conçu par Albert Speer, qui était l'architecte préféré de Hitler. Et là, vous avez une photo de Speer qui est en train de présenter son pavillon allemand à Hitler. Donc, vous avez la tour allemande et en face, à droite, vous avez le pavillon soviétique, surmonté de ces statues immenses, les statues immenses d'un jeune ouvrier et une paysanne. Et dans leur pavillon respectif, allemand à gauche, soviétique à droite, deux systèmes politiques, idéologiques se sont affrontés en déployant leur culture et se représentant comme les sociétés du futur. Dans un dessin humoristique de l'époque, on voit que c'était un conflit qui faisait peur aux habitants de Paris, au point où certains sont en train de se jeter dans l'eau, dans la rivière, dans la Seine. Et vous voyez les deux grandes puissances totalitaires qui s'affrontent. Or, quelle conclusion faut-il tirer de cette confrontation de cultures ? Faut-il conclure que ces utopies internationalistes, ces rêves tels que Huxley, La Fontaine, Ostwald, Anderson, tels que Huxley et les autres avaient élaborés, étaient irréalistes, voire naïfs? Faut-il conclure qu'en réalité, le caractère international et universel de la science n'ait été qu'une carapace invoquée, rejetée, selon le contexte, selon l'humour de ceux qui cherchent à l'exploiter? C'est une thèse séduisante. Mais j'hésiterais à réduire l'internationalisme de Huxley et de ses contemporains à une affaire de naïveté. Le moins qu'on puisse dire est que leur internationalisme faisait partie d'un mouvement plus large, plus puissant, dont nous avons peut-être sous-estimé, nous, les historiens, ont peut-être sous-estimé l'importance. Au début de cet exposé, et en première approximation, j'ai présenté un contraste entre une phase d'optimisme, d'internationalisme d'une part, et une phase de déception d'autre part, une phase de déception où la science est devenue une affaire d'État. Mais en réalité, ce n'a jamais été l'affaire de l'un ou l'autre. Il s'agit plutôt d'une tension constante. Les intérêts nationaux ont toujours été présents, peut-être de plus en plus en évidence de nos jours. Mais la vision internationaliste n'a jamais été totalement supprimée non plus.
N'oubliez pas la détermination du cercle entourant Joseph Needham d'asseoir les bases de l'UNESCO après la Seconde Guerre mondiale. Je dirais que la fondation même de l'UNESCO est un exemple, encore un exemple, de la ténacité de la vision internationaliste à un moment d'après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, à un moment particulièrement difficile. Comme les projets de Hotley, l'UNESCO a connu ses revers, dont nous, les Anglais, dont nous ne sommes pas les moins responsables. Mais sa capacité de survivre me laisse optimiste, me laisse convaincu que l'esprit internationaliste survivra, sous une forme ou sous une autre, quelles que soient les difficultés. Et en admirateur confirmé de Hotley, de ce pilier, de ce militant de la compréhension entre les peuples, je le souhaite très, très vivement. Merci.